J-1 pour les élections législatives en Tunisie. Alors que le pays est sous la crainte des attaques djihadistes, les Tunisiens de la France ont commencé à voter hier. Détection du premier cas d'Ebola à Bamako. Il s'agit, selon les ressortissants du pays, d'une situation maîtrisable par l'OMS et les autorités maliennes. Décrétée capitale mondiale de la poliomyélite par l'OMS, Peshawar, une grande ville du Pakistan, compte 80% des cas mondiaux. Nous sommes samedi 25 octobre 2014. Merci Madame, Monsieur d'avoir choisi Sika TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue à cette édition. Nous commençons par l'Égypte qui a décrété vendredi un état d'urgence de 3 mois sur une partie de la péninsule du Sinaï. Cette mesure a été prise quelques heures après qu'un kamikaze ait tué 30 soldats en précipitant sa voiture bourrée d'explosifs sur un barrage de l'armée situé dans la région. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière visant les forces de l'ordre depuis que l'armée a destitué en juillet 2013. Voilà, le président islamiste Mohamed Morsi. Depuis plus d'un an, l'Égypte, il faut le dire, est le théâtre d'attentats visant policiers et soldats. Attentats revendiqués principalement par des groupes djihadistes qui disent agir en représailles à la sanglante répression que le nouveau pouvoir mène contre les partisans de Mohamed Morsi depuis sa destitution. Et puis le parti au pouvoir depuis l'indépendance au Botswana était le favori des législatives d'hier vendredi malgré une poussée de l'opposition qui dénonce le chômage et les effets de la crise mondiale. Après prolongation de 2 heures de l'ouverture des bureaux de vote par la commission électorale face à la forte participation, le scrutin a été clos à 19h GMT. Dans l'ensemble, ce scrutin s'est bien passé dans tous les centres et le dépouillement a commencé à la clôture des bureaux de vote. Les résultats définitifs sont attendus aujourd'hui selon le porte-parole de la commission électorale. Il faut dire que près de 824 000 électeurs étaient appelés à choisir les députés de cet ancien protectorat britannique, aujourd'hui considéré comme l'une des démocraties les plus apaisées et les moins corrompues du continent. Le Parlement élira ensuite le chef de l'État conformément à la Constitution du pays. Nous passons à un autre élément. Demain dimanche, les Tunisiens seront aux urnes pour les élections législatives. À 2 jours de ce scrutin, 6 personnes ont été tuées hier vendredi dans l'assaut par la police d'une maison près de Tunis. Un groupe armé s'était retranché dans cette maison que la police tunisienne avait encerclée. L'assaut est intervenu alors que la Tunisie craint des attaques djihadistes. Pour leur part, les Tunisiens de France ont commencé à voter hier. Nous vous invitons à suivre ici les impressions après vote de quelques électeurs de Paris. J'ai pas l'impression que tout soit transparent. On a mis quand même une demi-heure à trouver mon nom quand je suis venue chercher mon passeport tunisien. Quand vous entrez, vous votez, certes, il n'y a pas d'isoloir, ce sont de grandes boîtes en carton ouvertes. Donc j'étais un petit peu étonnée. Je ne sais pas s'il y a une intention dans tout ça, de vouloir biaiser ou faire que ces élections ne se passent pas bien. C'est vrai que c'est dans le processus électoral, c'est tout nouveau, tout jeune. Mais on a les moyens. En Tunisie, en France, on a les moyens. On prend du temps pour se déplacer et là, ils nous renvoient ailleurs. On ne peut pas. C'est pour décourager les élections, pour saboter les élections. La corruption, elle continue, c'est-à-dire les voix de tel, on les donne à tel, les voix de tel, on les donne à tel. Il y a des gens qui sont inscrits, ils ne retrouvent pas leur nom. Et je vois que c'est un peu, c'est malheureux quoi, pour la Tunisie. J'ai voté. Voilà, sans me fâcher, sans rien du tout. Et si on veut avancer pour notre pays, il faut être calme, il faut supporter les choses. On est qu'au début. Non, je ne suis pas connue, moi je suis une autre. Je ne suis pas connue, moi. En 2011, c'était la première fois, maintenant c'est la deuxième fois. Les gens s'habituent petit à petit et on va arriver un jour à être comme tout le monde. La Révolution française, elle a duré 100 ans. Alors, nous, notre révolution, elle vient de débuter, donc c'est pas facile de changer les choses comme ça en un clin d'œil.
Au Bénin, on ne connaît pas encore la date des prochaines élections communales et locales, mais les femmes ont décidé de s'approprier le code électoral. Pour y parvenir, elles se sont tournées vers leurs sœurs qui ont gravi des échelons dans la société, à savoir notamment des femmes ministres, députées, cadres à divers niveaux. La gente féminine au Bénin. À elle seule, elle constitue 52% de la population béninoise. Un électorat de choix pour tout scrutin. Mais peu informé et peu outillé, son suffrage se traduit peu ou prou en actes. Pour le compte des prochaines joutes électorales, le réseau des femmes baromètres pour une autre gouvernance, le RIBAG, s'engage alors à changer la donne. Et ce, à travers l'organisation de cette journée de formation sur le code électoral à l'intention des femmes, toutes couches sociales confondues. C'est l'état de veille qui a véritablement commencé. C'est vrai que pendant longtemps, nous avons fait confiance à nos hommes, nous nous sommes laissés entraîner par eux, mais vu les résultats politiques de notre pays aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous avions une responsabilité et qu'il faut que cette responsabilité-là, nous la prenions et que nous jouons réellement notre rôle dans la société béninoise. Pour les bénéficiaires, l'initiative vient à point nommé et peut bien impacter les échéances électorales en vue. C'est une très belle initiative qui nous permet de connaître les tenants et les aboutissants des élections qui se passent dans notre pays. On est informé et désormais si quelqu'un vient nous mentir, nous pouvons se lever pour leur dire non, qu'on en a assez. Ces femmes outillées se feront désormais les porte-voix du réseau dans leur famille, les lieux de travail et au sein de leur groupement associatif d'appartenance. Parallèlement, la mobilisation au rendez-vous pour exiger la tenue des élections législatives et présidentielles à bonne date, celles municipales et locales étant reportées sine die. La fillette de 2 ans, récemment revenue de Guinée et premier cas d'Ebola identifié au Mali, est morte hier, a annoncé le gouvernement malien. Elle a malheureusement perdu la vie aujourd'hui à 16h GMT. L'information m'a été confirmée par le gouvernement de la région de Kaï, dans l'ouest du Mali, où elle était hospitalisée, a indiqué une source au cabinet du Premier ministre malien. Malgré donc les efforts considérable déployé par les services de santé, l'enfant malade a finalement succombé. Le gouvernement conseille alors aux populations d'éviter les déplacements non nécessaires dans les zones d'épidémie et de respecter les mesures d'hygiène et de précaution en la matière. Pour sa part, l'OMS considère la situation au Mali comme une urgence. L'état de l'enfant pendant le trajet en autocar est particulièrement inquiétant car il a présenté de multiples occasions d'exposition impliquant un grand nombre de personnes. L'enquête préliminaire a déjà identifié 43 contacts proches et non protégés, dont 10 personnels de santé qui sont également suivis en isolement. Nous passons à un autre élément. Que pensent justement les Maliens de cette situation? Voici quelques réactions recueillies dans le pays. J'ai en fait confiance aussi à l'Organisation mondiale de la santé et au gouvernement malien. Je pense qu'ils trouveront des solutions nécessaires pour cette maladie ici. En fait, comme tout le monde, quand on a su qu'il y a eu un nouveau cas d'Ebola, on évite toutefois de serrer la main à tout individu, mais j'ai confiance. Je pense que ça peut être circoncis, si toutefois l'information passe. Sinon, c'est un motif d'inquiétude quand même. J'impose le lavage aux mains, au savon. Ouais. Donc ça, c'est déjà le premier dispositif. Mais bon, maintenant, le reste, on attend de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, on n'est pas trop informé là-dessus. Je dirais que j'ai vraiment confiance dans le dispositif sanitaire. À partir du moment où c'est à travers le ministre même de la Santé, que moi j'ai appris comme tout le monde. Donc ça veut dire que suffisamment qu'ils ont eu le temps de se préparer pour ça, quoi. Toujours par rapport au virus Ebola, sachez qu'un médecin vivant à New York et qui a travaillé en Guinée avec l'ONG Médecins sans frontières a contracté le virus. Il devient ainsi le premier cas avéré enregistré à New York et le 9e cas soigné aux États-Unis. Il est évidemment placé en isolement dans un hôpital de la ville. Un médecin récemment revenu d'Afrique et hospitalisé en urgence jeudi à New York a contracté le virus Ebola. Craig Spencer,
puisque c'est de lui qu'il est question, avait été hospitalisé en urgence avec une forte fièvre et des douleurs abdominales. Il avait alors subi des examens pour déterminer s'il souffrait du virus Ebola. Craig Spencer, 33 ans, s'est lui-même placé en isolement dès qu'il a ressenti une forte fièvre jeudi afin de limiter les contacts. Selon certaines sources, il était rentré depuis peu de Guinée, l'un des 3 pays d'Afrique les plus touchés par le virus. Il y travaillait pour Médecins sans frontières et y avait traité des malades souffrant du virus. Lorsqu'il avait été hospitalisé, il avait 39,4 degrés de fièvre, a-t-on appris de sources médicales. Mais les résultats des examens, il faut le préciser, sont préliminaires et devront encore être confirmés par les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Le malade est hospitalisé à Manhattan, à l'hôpital Bellevue, l'un des 5 établissements spécialement préparés pour gérer les éventuels cas d'Ebola à New York. Les autorités new-yorkaises ont également placé en quarantaine 3 personnes qui ont été en contact direct avec lui, sa fiancée et 2 de ses amis. Craig Spencer est le 9e cas d'Ebola soigné aux États-Unis. À l'exception du Libérien Thomas Duncan, diagnostiqué trop tard, toutes les personnes traitées sur le sol américain ont survécu au virus. 210 cas de polio recensés cette année et 61 travailleurs tués en 2 ans. Le Pakistan est touché de plein fouet par la maladie. Peshawar, l'une des grandes villes du pays, est même appelée capitale mondiale de la polio. Ceci depuis que l'OMS a établi que 80% des cas mondiaux de polio sont recensés dans cette région. Shakirullah a 2 ans et demi. Il y a encore 1 an, il marchait avec ses frères et ses cousins comme un enfant normal. Mais il y a quelques mois, le diagnostic est tombé. Il a la polio. Sa famille n'était pas opposée à la vaccination, mais il n'était pas à la maison le jour où les vaccinateurs sont passés. Alors pour se tenir debout, Shakirullah a désormais besoin d'un équipement. Notre problème, c'est que nous sommes très inquiets pour son futur. Il va toujours dépendre des autres. Nous souhaitons qu'il soit indépendant, comme tout être humain normal, qu'il aille à l'école, qu'il ait une vie. Notre rêve, c'est qu'il ne dépende pas de ses frères et sœurs. Environ 80% des cas de polio recensés à travers le monde cette année se concentrent au Pakistan. Et la majorité d'entre eux se trouvent ici, dans les zones frontalières de l'Afghanistan. Cette année, 210 cas ont été recensés au pays des Purs, un record. Mais les victimes ne sont pas seulement les personnes qui contractent la polio. La fille de Gul Rubana était vaccinatrice ici, dans la banlieue de Peshawar. Un petit boulot pour pouvoir payer son trousseau de mariée. Il y a 1 an, elle a été tuée en faisant du porte-à-porte. Je lui ai dit ce jour-là de ne pas y aller. Son père lui a dit la même chose. Elle m'a dit, c'est la dernière fois que je le fais. Et ensuite, promis, j'arrête ce travail. Ce jour-là, elle nous a tous parlé. Elle m'a serré dans ses bras. Plus de 60 personnes ont été tuées en 2 ans. Vaccinateurs, infirmières, policiers protégeant les équipes de santé. Les fondamentalistes les accusent d'être des espions à la solde de l'Occident ou d'inoculer un vaccin causant des infertilités ou contenant du porc. La sœur de Nadia a été tuée ici, au bord de la route, en faisant son travail. Depuis, elle a pris la relève. Mes parents m'ont demandé d'arrêter ce travail. Ils me disent, tu as déjà perdu ta sœur adorée, alors pourquoi tu fais ça? Cela peut arriver aussi. Mais je leur ai répondu que je devais continuer la mission de ma sœur et travailler jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Je ne suis pas meilleure qu'elle, mais si elle le faisait, alors je dois le faire aussi. Une détermination sans faille partagée par cette équipe de vaccinatrices. Avant de partir sur le terrain, elles se préparent et même si le pire est toujours dans un coin de la tête, elles affirment ne pas avoir peur. Moi, ce que je pense, c'est que nous devons tous mourir un jour. Alors nous devons continuer notre guerre sainte. Si nous mourons en accomplissant cette mission, alors nous pensons que nous sommes martyrs de la guerre sainte. Le Pakistan est l'un des 3 pays de la planète où la maladie est endémique, avec l'Afghanistan et le Nigeria. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Très bonne journée à vous en compagnie de programme.